Alors Serge Simon, ce petit jeune homme à ma droite, est médecin et ça a été le pilier de l'équipe de rugby de France. Le rugby, Oui. c'est le truc avec le ballon ovale, hein? C'est ça, absolument. Ouais. Et ça se joue sur le terrain. La différence avec le football, on en parlait hier soir, c'est que les coups de boule, on les met sur le terrain, pas dans le vestiaire. Oui, C'est ça, hein? si tu parles de Brandao, c'est ça. Il pourrait venir chez nous, on lui apprendrait à le faire de manière plus efficace et moins visible, peut-être. Alors, toi, tu as voulu venir pour nous parler un petit peu de la compatibilité entre le sport et le vin. C'est un truc qui paraît un peu bizarre, quoi. Moi, je sais que quand j'étais gamin, mon père, quand il voyait l'équipe de France perdre, il disait c'est parce qu'ils ont fait la fête la veille au soir, ils ont joué la troisième mi-temps et puis les Écossais sont en train de les battre. Et toi, tu nous dis le contraire, c'est quand on boit pas assez qu'on perd, finalement. Alors, c'est peut-être un raccourci un peu simpliste, mais il y a de ça. Il y a de ça parce que, en fait, ce qui m'a amené ici, c'est une anecdote que j'ai racontée devant un témoin que je ne connaissais pas, qui s'appelle Sylvain Boisvert, qui est connu ici. Un sportif aussi. Et qui m'a... C'est le responsable des crues classées de 1855 à Bordeaux. C'est une terre étrangère anglaise vers le Médoc, là. Ça a été longtemps, comme disait Bernard Pivot, une ancienne colonie anglaise. Exactement. Et donc je racontais cette anecdote et en l'écoutant, il m'a dit: est-ce que tu pourrais tenir ce discours devant une audience publique? Je dis oui, bien sûr. Donc je vais vous la raconter. C'est le début de cette aventure. Donc j'ai connu le passage du rugby amateur au rugby professionnel dans les années 95-96 et ça a eu deux conséquences. J'allais dire sanitaires. Deux conséquences sanitaires. Une positive, une moins positive. Une positive, c'est que ça nous a guéri d'une maladie qui est apparue récemment dans les journaux. Ça nous a guéri d'une phobie administrative. On ne savait pas remplir des feuilles d'impôt à l'époque. Et d'un coup, ça nous a guéri. On s'est tous mis à remplir nos impôts. Ça a été, voilà, c'est certainement un plus sanitaire. La moins-value sanitaire, c'est qu'on a vu arriver une espèce de personne qu'on ne connaissait pas dans le rugby, qui s'appelait les préparateurs physiques. Ça, c'était une espèce qu'on ne connaissait pas, dans des types qui font à peu près 70-75 kilos, la peau sur les os, et qui viennent... Comme moi? Non, c'est un peu l'anti-Jacques Dupont, donc des mecs, c'est assez étrange. Et donc, ils rentrent dans les staffs, et notamment au Stade Français, où je jouais, un type charmant qui s'appelle Daniel Servet, qui est devenu après le préparateur physique de l'équipe de France. Et donc, il vit avec nous, évidemment, il s'entraîne avec nous, il vit avec nous, et au bout de quelques mois, dans une soirée, une énième soirée, il s'approche de moi et il avait un peu bu, donc il était un petit peu débridé. Il me dit: Serge, je peux te poser une question? J'ai dit: oui, bien sûr, Daniel. Et il me dit: voilà, ça fait 4 mois que je vous regarde vivre, que je vous entraîne, etc. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas une chose. C'est que je viens d'un milieu, l'athlétisme, où scientifiquement, il est prouvé qu'un athlète, s'il s'alcoolise, il va mettre 3 mois à retrouver ses perfs. Je vous regarde vivre, vous prenez 3 cuites par semaine. Je ne comprends pas. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Donc, je n'avais pas pensé à ça, mais de là naît une discussion qui pas forcément dénuée d'intérêt. Donc là, je prends ma casquette de médecin et je lui explique qu'effectivement, c'est pas forcément si incongru que cela, parce que l'organisme, le système vivant en général, et notre organisme en particulier, mais le système du vivant en général, est en fait quelque chose qu'on pourrait décrire sous la forme d'une réponse. C'est une réponse. C'est une réponse à une équation, c'est une réponse à une question, c'est celle de la finitude, du néant. C'est-à-dire le vivant se développe uniquement pour répondre à sa propre question existentielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il répond à des agressions, il répond à un stress, c'est le terme générique qu'on emploie en médecine, des stress environnementaux, climatiques, de cohabitation avec d'autres espèces, astronomiques quand un météore tombe sur la planète. Et les organismes s'adaptent. C'est le principe de l'évolution. Ça fait 4 milliards et demi que le business est lancé. Ça part un petit peu dans tous les sens. Mais en tout cas, c'est le principe même. C'est le logiciel fondateur du vivant. C'est-à-dire répondre à une question. Si vous ne présentez pas la question, il n'y a pas de réponse. Ça va loin. Je prends 3 exemples. Alors, dans le domaine du sport, c'est le principe de l'entraînement.
sais pas si vous vous êtes posé une fois la question, je ne sais pas si vous faites du sport, toi ça se voit que non, mais peut-être d'autres oui. Le principe même de l'entraînement, c'est une agression. C'est-à-dire vous mettez votre corps en souffrance. Alors toi, je sais que tu mets ton corps en souffrance, mais dans d'autres lieux. Merci. De rien. J'ai bien fait de venir. Vous mettez votre corps en souffrance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que musculairement, vous allez par exemple faire de la musculation, vous allez lui demander des choses impossibles. Et que fait le muscle? Le muscle va se mettre dans un état de construction, c'est-à-dire en faisant cet hyper effort de série de musculation, vous allez déchirer des fibres, et lui va dire, bon, on m'a demandé un travail qui me dépasse, donc je vais me renforcer pour faire face à la prochaine fois. Et c'est comme ça que vous vous musclez, tout simplement, par une réponse adaptative à un stress. Pareil pour le footing, vous vous mettez dans le rouge, votre corps va augmenter votre VO2 max, votre volume... On peut boire du rouge en faisant du footing? Oui, c'est ça. C'est ça. Donc vous allez, grâce à l'entraînement et grâce à cette agression que vous mettez sur votre organisme, lui permettre de s'adapter et donc de gagner en forme. Ça, c'est un exemple tout simple. Si j'avais su, j'aurais commencé le footing plus tôt. Oui, tu pars de loin, Jacques. Le deuxième exemple, c'est évidemment le plus connu et c'est à l'origine de la gloire de Pasteur, c'est l'immunité. Il n'y a pas d'immunité sans microbes. Il n'y a pas d'immunité sans agents pathogènes. Il faut rencontrer le microbe pour développer un système immunitaire. Si on était élevé dans des chambres stériles, en poussant l'hygiénisme à son comble, en disant pour se protéger des microbes, on va tous vivre dans une chambre stérile, formidable. Eh bien, on serait extrêmement fragile. On ne serait d'ailleurs pas viable. Voilà. Parce qu'il faut qu'on soit agressé pour qu'on développe le système de défense. C'est le principe du vaccin, où on prend un microbe, on l'édulcore, on le détruit, on le séquence, on l'aplatit, on fait tout ce que tu veux avec, et une fois qu'il est inoffensif, on se l'inocule, c'est le vaccin, et ça nous permet de développer des anticorps. Donc là aussi, un exemple très simple de comment fonctionne le vivant. On ne peut pas créer une immunité comme ça, la vie ne crée pas l'immunité comme ça, elle le crée parce qu'il y a des agresseurs. Donc il faut les agresseurs pour devenir fort. Troisième exemple qui est encore plus parlant, et que peut-être les gens connaissent moins, c'est la construction du squelette. Pourquoi on a un squelette? Pour lutter contre la gravité. Sinon, on est 66% d'eau, enfin pour la majorité de l'espèce, pas pour toi Jacques. Merci, mais je la voyais venir celle-là. On est liquide, et si on n'avait pas de squelette, eh bien on serait une espèce de flaque, et ça serait très difficile de tenir des conférences, enfin ça serait dégueulasse, on en aurait partout, c'est bon. Donc l'évolution nous a fait squelette, et ce qui nous permet de nous déplacer, de nous rigidifier, en tout cas certaines parties du corps, et donc si on enlève la gravité, qui est l'agression, qui nous tire vers le bas, eh bien, l'os se détruit. C'est-à-dire que non seulement il arrête de se construire, mais il se détruit. Et c'est l'exemple des astronautes qui, quand ils partent 3, 4, 5, 6 mois en apesanteur, donc qui ne subissent plus l'agression de la gravité, l'os se déconstruit, puisqu'il n'y a plus de gravité contre laquelle il faut lutter. On se décalcifie, et vous voyez ces images d'astronautes en fauteuil roulant quand on les récupère quelque part au milieu de la flotte, parce qu'il faut un certain temps pour les remettre debout, sinon il y aurait des risques de fracture. Donc voilà un autre exemple pour illustrer le logiciel du vivant, qui est cette réponse permanente à l'environnement, à l'agression de l'environnement, dans un sens noble du terme, pour déclencher quelque chose. C'est un peu, si tu veux, comme un logiciel, ce qu'on appelle le point exé. Pour que le logiciel du vivant se mette en route, le plug, c'est qu'il faut qu'il y ait un stress. S'il n'y a pas de stress, ça ne marche pas. Donc, j'en reviens à la discussion avec Daniel Servet au coin d'un bar de la rue de la Soif à Paris. Je lui dis, il est évident que si tu prends un athlète qui n'a jamais vu un verre d'alcool et que tu l'amènes avec nous dans une soirée, mais c'est sûr qu'il y a une chance sur deux pour qu'il finisse aux urgences, et c'est sûr que ça va avoir un impact sur son organisme extrêmement important parce qu'il n'aura certainement aucune des réponses potentielles que nous avons. Pourquoi? Parce qu'on a une confrontation au produit qui est régulière, et donc on a développé très certainement un mode de gestion qui nous permet de faire ce que nous faisons, c'est-à-dire du rugby et plutôt à haut niveau. Donc c'est absolument pas anodin comme question, c'est pas incongru, et ça, je pense, ça explique bien des choses. Et là, on ouvre le débat, enfin, on passe dans un autre cadre de débat qui évidemment n'est pas celui du sport, c'est l'hygiénisme. C'est-à-dire cette idée, à un moment donné, et on est une société qui a plutôt tendance malheureusement à porter ses idées, et moi je le combats, qui pense que l'évolution positive, c'est de s'extraire
de s'extraire de toute agression. Le principe de précaution, dans ses grandes largeurs, l'hygiénisme sanitaire, etc. Faux et archi-faux. Nous sommes programmés, encore une fois, pour évoluer dans ce champ de l'évolution qui est, on est dans un état, on est dans un environnement qui nous envoie des stimuli jusqu'à des agressions, encore une fois, dans le sens très large du terme. Et à ce titre-là, on se développe, on se diversifie, on se renforce, y compris vis-à-vis des produits, où effectivement on peut avoir une cohabitation, une consommation, une gestion tout à fait intéressante, tout à fait mesurée, et qui développe chez certains des choses extrêmement positives, notamment chez les rugbyman. Oui, mais le discours des hygiénistes, c'est aussi de dire, à partir du moment où vous êtes non-buveur, restez-le, car si vous commencez à boire, vous avez de fortes chances de devenir alcoolique. C'est la fameuse loi de Lederman en 56, où un espèce de savant fou, mais qui est la base de la réflexion des hygiénistes aujourd'hui en France. Il faut savoir que les gens qui défendent la loi Evin, Claude Gau, etc., nous le ressortent régulièrement. Il n'y a pas de buveur modéré, ça n'existe pas. On peut reprendre toutes les interviews, moi je les ai publiées, de Claude Gau, où il dit qu'il n'existe pas de pays où une consommation modérée n'entraîne pas une consommation excessive. Ce qui est en soi pas complètement faux, parce qu'effectivement, à partir du moment où tu as à disposition du vin ou de l'alcool, tu peux avoir des gens qui en prennent de trop, comme il y a des gens qui vont aller trop vite en voiture, ou, ce qui n'est pas mon cas, ou consommer de la drogue. Mais cette loi de Lederman, qui est faite par un type qui s'appelle Sully Lederman en 56, il dit, voilà, sur une population donnée, on peut appliquer une loi mathématique, qui est que la consommation excessive est égale au carré du nombre de consommateurs réguliers de vin ou d'alcool. Donc ça veut dire, très simplement, si on y réfléchit un peu, ça veut dire que l'humain n'existe pas. La conscience individuelle n'existe pas. La misère n'existe pas. On est sur une loi mathématique, on prend un petit morceau, là, le rang qui est là. Si vous consommez régulièrement du vin, il y a forcément, au carré du machin, c'est une loi de la place Gauss, il y aura tant d'alcooliques parmi vos rangs. Et ça élimine complètement toute conscience et aussi tout état de la société, puisqu'on sait quand même qu'en règle générale, l'alcoolisme se développe plutôt là où il y a de la solitude, de la misère, etc. Mais cette idée des hygiénistes de faire entrer la société dans des carcans comme ça, avec c'est ce qui implique le principe de précaution, avec l'idée que l'individu n'existe pas, mais qu'il est dans une espèce de chaîne mathématique, et que, voilà, à partir du moment où tu introduis ton microbe, c'est-à-dire en l'occurrence le vin, tu ne vas pas vacciner les gens, mais tu vas leur donner la place pour devenir alcoolique. Le produit, il ne faut pas prendre le modèle de l'immunité. Moi, je viens d'un secteur médical qui est très concerné par le propos en général, puisque je viens de l'addiction, l'addictologie. Le discours de Goethe ou de Lederman, il y a des chapelles dans l'addictologie. Là, on est sur un courant qui règne en France et qui fait qu'on a une loi de 70 encore en application qui pénalise et emprisonne les consommateurs de cannabis. Évidemment, la justice ne le fait pas, mais on est encore sous l'égide de cette loi-là, qui est un courant de diabolisation des produits. C'est-à-dire c'est la non-consommation, la diabolisation, faire peur, en sachant que pédagogiquement, préventivement, ça ne marche pas, ça n'a jamais marché. S'il y a des alcooliques, c'est de la faute de l'alcool. C'est parce qu'il y a de l'alcool. L'addiction est due à l'alcool, elle n'est pas due à la misère et à la solitude. Je suis tout à fait d'accord, mais j'évoquais tout à l'heure avec un ami anglais, c'est un oxymore, un ami anglais. Je lui disais, on est quand même un pays extraordinaire. Nous sommes en Bourgogne, j'habite Bordeaux. Alors, vous connaissez certainement la région bordelaise. C'est un paysage somptueux qui est fait à 80% de châteaux somptueux, des vignes somptueuses. C'est quand même un peu moins beau que la Bourgogne, il ne faut pas non plus... C'est vrai, mais c'est la première fois que je viens à Dijon et je dois bien le dire, je suis conquis par Dijon. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, je ne connaissais que la région bordelaise en termes vinicoles. Donc c'est un paysage formidable qu'on exporte sous toutes ses formes, dans les mots, dans les images, Bordeaux, 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 le vin français, etc., avec une noblesse de ces paysages extraordinaires, nous en sommes très très fiers. Donc c'est une véritable culture de terroir, enfin, etc., 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 etc. Et au bout,
on vous dit « Oui, mais le vin, il ne faut pas boire, les gars. Il ne faut pas y toucher, c'est mauvais, c'est l'alcool, c'est tout ce que c'est, etc. » C'est dans un paradoxe absolument incroyable, incroyable. Donc, on sort du modèle immunitaire. On dit simplement que nous avons une culture, alors on peut être pour, on peut être contre, mais ça n'a aucun intérêt, puisque la culture est là, elle est extrêmement présente. Nous avons une culture vinicole. Et culture, je parle sociétale, hein, qui est extrêmement valorisée, c'est un lien social, c'est une façon de se reconnaître, c'est structurant pour la société française, c'est un secteur économique. Enfin, vous connaissez tous ces arguments mieux que moi. Donc ça existe, c'est là. Nous sommes dans un environnement de valorisation positive de l'univers vinicole, dont acte. Mettre en face un discours de prohibition est une hérésie scientifique. Tu peux faire de la prohibition si tu dis, par exemple, l'héroïne, bon, interdiction de cultiver du pavot en France, on ne consomme pas de l'héroïne. Ça se tient. Voilà, ça se tient. Tu vas en Afghanistan, c'est peut-être un peu plus dur à tenir, mais en tout cas, en France, ça se tient. Donc le discours de prohibition, c'est-à-dire dire un produit est toxique, mauvais, machin, etc., il ne faut pas le consommer, et donc il ne faut pas le produire, voilà une cohérence. Il faut mettre des subtilités, mais voilà une cohérence. Mais avoir un discours qui, encore une fois, tout ce pan de valorisation de notre culture vinicole, et à laquelle j'adhère complètement, et mettre en face un discours prohibitif, c'est une aberration. Le seul discours sanitaire possible, c'est surtout pas de diaboliser le produit, puisque d'un autre côté, on l'encense. Donc comment voulez-vous que quelqu'un reçoive un message totalement contradictoire? C'est parler du produit, faire de l'éducation, expliquer pourquoi c'est tant valorisé, apprendre à déguster, évidemment en dénoncer les travers, les abus, tout ce que vous voulez, apprendre à consommer. Mais puisque c'est là, c'est comme si vous disiez, je ne sais pas, il ne faut pas caresser les lions, parce que c'est dangereux. Ouais, très bien. Mais il se trouve que vous êtes dans une cage où il y a 10 lions. Donc c'est emmerdant. Il faudrait plutôt qu'on m'apprenne à voir comment je vais faire pour faire les choses avec eux. C'est bien sympa, etc. Mais arrêtez de me dire qu'il ne faut pas faire puisque c'est là. Donc, où le discours prohibitif est une hérésie scientifique, et je dis bien scientifique, parce que ça n'a aucun impact en prévention, c'est cette cohabitation entre d'un côté quelque chose d'extrêmement puissant et positif, et d'un autre côté, de dire qu'il faut interdire la consommation, etc. Non, il faut apprendre, et ça vaut pour beaucoup de produits, hein, je parle de l'alcool, mais ça, et le vin en particulier, mais ça vaut pour beaucoup de produits. Et là, je te rejoins complètement dans ce que tu dis. Effectivement, ça fait appel à quelque chose qui, des fois, échappe à certains argumenteurs, c'est la conscience, l'esprit. C'est-à-dire que tu as affaire à des gens et que tu peux effectivement dialoguer avec des gens, tu peux effectivement leur apprendre, tu peux effectivement discuter des produits, ils ont un cerveau et on peut raisonner ensemble. Voilà. C'est pour ça que ce matin, tu n'étais pas encore levé, mais je disais dans ma première intervention que je n'étais pas complètement optimiste parce que la loi E20 et ceux qui la manipulent, c'est-à-dire les ligues anti-alcooliques, etc., et tous ceux qui font de la jurisprudence autour de la loi E20 en faisant des procès, c'est des prohibitionnistes. Ce pas des gens qui prônent une consommation modérée, puisque dans tous leurs discours, ils reviennent tout le temps avec cette fameuse... Je vous ai un peu emmerdé tout à l'heure avec Lederman, mais elle est toujours au cœur de la problématique. À chaque fois qu'il y a une interview d'un de ces addictologues, là, de ces alcoologues addictologues, je ne dis pas de mal des addictologues, hein, pas tous, le mot revient en disant si vous ne consommez pas, ne commencez pas, parce que vous avez un risque de devenir alcoolique. Ce qui est tout à fait vrai. Bien sûr, mais le raisonnement est fallacieux. Mais l'argument est fallacieux, parce que il n'y a pas... L'alcoolisme, dans ce cas-là, ça serait, c'est ce que je disais dans mon bouquin, les alcooliques seraient dans les vignobles et sur la chaîne de Moët-et-Chandon. Parce que là, on est en contact. Prenons un autre exemple très simple, c'est les accidents de la route. Prenez pas la voiture, vous n'aurez pas d'accident de la route. Donc, vous voulez supprimer les accidents de la route, supprimez les routes. C'est le même raisonnement. Mettez les voitures sur des complètement parpaings. idiot. On a besoin des transports, on a besoin des véhicules, donc il faut faire avec et essayer de rendre la conduite avec le moins de risques possible. C'est ce qu'on appelle en addictologie la politique de diminution des risques. Vous avez un comportement, l'idée c'est on ne peut pas le supprimer pour des raisons X ou Y, positives ou négatives, peu importe, mais nous avons affaire à un comportement que nous prenons en compte. Encore une fois, c'est le contraire du courant majoritaire en addictologie jusque dans les années 90, où on disait il ne faut pas qu'ils consomment. Alors, je fais une petite incise, excusez-moi, sur l'addictologie, oui, je vous en prie, pour que vous compreniez. Cher ami. La politique de diminution des risques, c'est une révolution dans l'addiction, c'est les années 90. Qu'est-ce qui fait changer? Ce n'est pas des gens qui un jour ont eu une bonne idée, c'est-à-dire effectivement qui ont eu ce raisonnement, bon, le comportement, on n'arrive pas à l'éradiquer, donc on va accepter
les consommateurs, héroïne, cocaïne, tout ce que vous voulez, et on va les aider. Jusqu'alors, la théorie, c'était arrêtez de consommer et on vous aide. Avec un truc aberrant, puisque la maladie, c'est qu'on ne peut pas arrêter de consommer, ça s'appelle la dépendance. Donc il y avait un dialogue de sourds complètement idiot scientifiquement, jusqu'à quoi? Jusqu'à l'apparition du sida. L'apparition du sida introduit quoi? Introduit un risque majeur, c'est la contamination à travers la population non consommatrice, par le biais de la prostitution. Ça se fait en Suisse, pas la prostitution, mais enfin, aussi en Suisse d'ailleurs. Mais les Suisses voient effectivement un danger potentiel pour la société dite normale. C'est effectivement le quinquagénaire qui va promener son chien et en profite pour se faire toucher les nouilles par un ou une prostituée et revient à la maison en regardant le journal de 20h. Et là, ce quinquagénaire heureux et en couple avec son chien, eh bien, a des chances de choper le sida. Et là, en regardant les jeux de 20h. Et là, les Suisses disent « Ah oui, alors là, ça va pas du tout. Autant que les toxicomanes crèvent d'hépatite et de sida, bon, c'est pas très grave, mais faut pas que ça touche notre petit quinquagénaire à chien. » Donc, nous allons nous rapprocher des agents contaminants, en l'occurrence les toxicomanes prostituées, et nous allons travailler avec eux pour diminuer les risques, c'est-à-dire on ne s'occupe pas de leur consommation puisque c'est compliqué, mais on s'occupe de tous les risques collatéraux. Transmission du VIH, transmission de l'hépatite, donc c'est programme de distribution de seringues propres, distribution de préservatifs, etc., pour diminuer les risques collatéraux à la consommation. Et à partir de là, une révolution dans la dictologie en disant, mais oui, c'est ça qu'il faut faire. Acceptons les gens dans leur comportement, puisqu'on n'arrive pas à l'éradiquer, et accompagnons-les. Et dans cet accompagnement, sans parler d'arrêt du produit, on va peut-être tisser un lien sanitaire suffisamment fort pour un jour sortir ces mecs ou ces femmes-là de l'addiction. Mais n'en faisons pas l'objectif premier, qui était la philosophie jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas une réponse uniquement médicale à ça? Il y a aussi une réponse psychologique. Il faut, quand vous avez un patient qui vient dans un cabinet d'addictologie, je suppose qu'il a besoin d'une béquille, il a besoin d'un troisième pied, il a besoin de quelqu'un pour qu'il... S'il est dans cet état-là, ce n'est pas dû à l'alcool, c'est dû à lui, c'est son problème à lui. Je suis venu pour un débat en fait qu'on ne fait pas du tout. Hein, non. Mais c'est passionnant. La modélisation en addiction, la modélisation en tout cas à laquelle j'adhère, elle est très simple à comprendre, c'est un triangle. Triangle à 3 sommets qui sont le produit, alors ça peut être la cocaïne, le vin, l'héroïne, tous les psychotropes, le produit, un individu et un moment. Cette modélisation permet de comprendre la chose suivante. Chaque rencontre avec le produit n'aboutit pas au même comportement. C'est-à-dire quelqu'un va consommer de l'alcool, il va gérer ça, on va prendre un autre produit. Quelqu'un consomme une fois de la cocaïne, il va maîtriser sa consommation et il va absolument pas, par exemple, continuer de consommer et encore moins de tomber dans la dépendance. Quelqu'un d'autre va rencontrer ce produit-là qui est extrêmement addictogène, va tomber dans la dépendance. C'est pas dû au produit, c'est dû en partie au produit qui a des vertus ou pas addictogènes, mais c'est aussi dû à l'individu et c'est dû au moment de la vie de l'individu. Encore une fois, j'enfonce des portes ouvertes, mais la modélisation permet de comprendre les choses. Ça permet d'arrêter la diabolisation du produit. Ça permet de comprendre que le produit est là, il a ses qualités, ses facultés, ses potentiels addictogènes et d'autres, parce qu'il n'y a pas que ses potentiels négatifs, il a aussi d'autres potentiels intéressants. Le produit est là, lui on le connaît, il ne bouge pas, mais par contre il y a 2 autres choses qui bougent dans le modèle. C'est l'individu, donc d'un individu à l'autre, on n'est absolument pas égaux devant les produits. Et puis le même individu, à différents moments de sa vie, quand tu as divorcé, Jacques, tu te rappelles, tu étais extrêmement vulnérable. Ça ne m'est jamais arrivé. Justement. Et parce que tu t'es pas marié. Donc, si à un moment... Disons que j'ai racheté l'électroménager, c'est tout. Si à un moment de notre vie, on peut être vulnérable, à d'autres moments, on peut ne pas l'être. Et à partir de là, encore une fois, tu rentres dans une subtilité qui est beaucoup plus intéressante que le discours prohibitif de dire il faut pas ci, il faut pas là, etc. Tu accompagnes des comportements, tu accompagnes des réalités. C'est du pragmatisme simple. Alors, ça guérit pas tout le monde et ça résout pas tous les problèmes, mais tu as au moins une approche de la chose qui est beaucoup plus humaine et beaucoup plus réaliste et beaucoup moins schizophrène que ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire d'un côté, on est dans les vignes et on nous dit que c'est formidable, et d'un autre côté, on nous dit que ce qu'il en sort, c'est le diable. C'est absolument incroyable. Mais si on regarde sur Internet, sur les discours qui sont tenus autour des alcoologues comme Philippe Battel, etc., on trouve des commentaires de gens qui disent il faut arracher les vignes. Hein. Oui, alors, mais je préfère cet argument qui est cohérent. C'est-à-dire le mec qui va au bout de sa logique. Voilà. Si le produit est mauvais, on arrête d'en produire.
très logique. Alors, il y arrivera pas, c'est un débat, on peut être pour ou contre, mais en tout cas, c'est logique. Voilà, quelque chose de logique. Je suis pas très pour chez les vignes. On s'est éloigné un petit peu du débat d'origine, mais c'était intéressant. Je voulais, par rapport au débat, quand tu disais tout à l'heure, est-ce que donc il faut boire pour gagner? Oui. Et c'est effectivement une partie des propos intéressante, parce que ça intéresse le débat en général, c'est qu'effectivement, dans la culture du rugby, il y a l'alcool en général. Donc pas que le vin, l'alcool en général. Il y a les troisièmes mi-temps qui sont érigés en valeur absolue, qui sont en fait des niasqueries. Hein. C'est un joli mot pour dire qu'on boit ensemble et on se saoule ensemble. Et qui sont des moments de fraternisation post-match, c'est-à-dire post-combat, où on a besoin d'être ensemble, une espèce de sas de décompression. Et là, ça me fait dire quelque chose que peut-être peu de gens savent, en tout cas ils le savent intuitivement, mais pas scientifiquement, c'est que l'alcool est un psychotrope. C'est le premier anxiolytique de l'humanité. C'est pour ça que ça a ce succès d'ailleurs. Pourquoi? Parce que quand on boit de l'alcool, la molécule ou le système chimique qui se met en place entraîne de suite une anxiolyse. C'est évidemment ce qu'on ressent tous au premier verre d'alcool. On est tendu, et ben d'un coup on est détendu. Voilà. Donc détendu, c'est agréable, on déstresse, on devient plus social, plus sociable, on se désinhibe. Donc ce sont... Si on supprime, il faut mettre des antidépresseurs. Ben, en tout cas, nous qui consommons, nous sommes le premier pays consommateur de psychotropes médicamenteux, en tout cas là, voilà effectivement un anxiolytique universel qui, alors ça c'est difficile à mesurer, puis il n'y a pas d'études là-dessus, je sais pas On ne peut pas mesurer le plaisir non plus. Mais si on se lançait dans l'analyse scientifique des méfaits et des bienfaits de l'alcool, alors les méfaits on les connaît sur le foie, etc. Les études sont connues, elles sont vraies, mais il faudrait aussi quantifier l'effet positif social, c'est-à-dire cette capacité à créer du lien, cette capacité structurant pour notre société, je disais tout à l'heure économiquement, tout ce que tu veux, etc., mais cette capacité interindividuelle où le fait de se retrouver autour d'un verre de vin, par exemple, à partager une culture et partager cet anxiolytique en commun, va créer des choses que, si on ne l'avait pas, n'existerait pas. C'est ce qui est institutionnalisé dans une équipe de rugby, où dans ces moments-là, il se passe des choses. Il y a trois choses qui nous font fraterniser au rugby. Il y a la troisième mi-temps, le combat et le sexe. Voilà. C'est des choses un peu communes dans une équipe de rugby. C'est quoi le troisième? Alors, il faudrait, dans les discours équilibrés et objectifs, aussi souligner cet effet-là de l'alcool psychotrope, qui est un créateur de liens, voilà, et des inhibitions positives. On va passer un petit peu la parole à la salle, mais juste avant, je voulais vous remettre en mémoire, peut-être que vous avez suivi ça cet été, ce qui s'est passé au CHU de Clermont-Ferrand. Il y a un médecin qui s'occupe des gens qui sont en fin de vie, des soins palliatifs, hein, c'est comme ça qu'on dit, et qui a fait appel un peu aux généreux donateurs pour avoir une cave à vin de 400 bouteilles, une cave à vin d'appartement. Et elle a fait appel aussi, c'est une femme, elle a fait appel aussi aux vignerons qui voulaient bien, maison de vin, etc., lui faire parvenir du vin pour offrir aux malades qui le souhaitaient et qui sont en fin de vie, un peu de bonheur. Et il y a eu plusieurs interviews, c'est tombé pendant l'été, donc tout le monde n'a pas forcément suivi. Il y a eu une réaction évidemment de l'ANPA, outrée, etc. Mais c'était formidable parce que cette femme disait le plaisir qu'on donne à ces gens-là, d'abord, on leur redonne l'idée d'être des citoyens normaux et non pas d'être au régime. Il leur reste quelques semaines à vivre et on les met dans un régime sans sel, sans sucre, sans goût, sans rien et à la flotte. Et elle disait, ben là, nous, on essaye de faire un effort sur le plan gastronomique et en plus, on leur propose du vin s'ils le veulent. Il y a des œnologues qui viennent bénévolement expliquer et les vignerons aussi viennent, ce qu'est ce vin, ils viennent en parler, ils expliquent comment on peut déguster, etc. Et elle disait que, d'une certaine façon, non seulement ça accompagnait la fin de vie de façon un peu plus joyeuse qu'au régime sans sel, sans machin et tout ça, mais qu'en plus, le plaisir qu'on pouvait donner donnait envie de vivre, pouvait prolonger un peu plus la vie, quoi. Donnait envie aux gens de se bagarrer peut-être un peu plus, ouais, de se maintenir en vie. Et on sait que c'est très important dans le cadre de ces maladies-là. Bien sûr, oui. Je ne connaissais pas cette expérience, tu m'en as parlé avant.
C'est un exemple de dédiabolisation du produit, mais qui est j'allais dire, extrêmement exceptionnel dans le milieu médical. J'ai malheureusement eu personnellement à fréquenter les soins palliatifs. J'ai eu cette initiative d'apporter à quelqu'un, alors c'était pas du vin, c'était un très bon whisky, c'était un whisky de Tourbet-Lafroig parce qu'il adorait ça, mais il a fallu que je le cache. Oui, bien sûr, moi j'ai fait la même chose. Il a fallu que je le cache pour partager ce moment, alors qu'effectivement, il restait quelques jours, et malheureusement, ça s'est avéré vrai, quelques jours à vivre, parce que ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et ce qui est hallucinant. Parce on en que parlera un petit peu avec Jean-Pierre Riflet cet après-midi, qui lui pratique ça aussi à l'hôpital. Il viendra nous en parler de son expérience cet après-midi. Mais je trouve ça formidable qu'il y ait des médecins qui aient cette réaction-là, quoi. Voilà. Dans la salle, s'il y a des questions à poser, on y répondra longuement. Vous faites des questions courtes, on répond longuement. C'est un bon équilibre. David, lève-toi et présente. Ouais, Lève-toi et ouais. marche. Donc, question de l'oxymore en question. C'est lui, il a mis en Oui, oui. Ou l'oxymoron. Y a-t-il un anglais dans la salle? Oui. Question pour Monsieur Sivmonov, parce que j'ai lu qu'il avait changé de nom, donc c'est peut-être l'influence des Russes dans le top 14. Serge, est-ce que dans ton expérience, à la suite des troisièmes mi-temps, est-ce qu'il y a des rugbyman qui s'intéressent réellement au vin? Moi, je le constate à mon niveau. Je vois beaucoup de rugbyman qui deviennent vignerons ou actionnaires dans des domaines. C'est-à-dire que est-ce que ce moment de partage et de décompression essentiel pour ce sport-là peut mener à un travail professionnel, un travail sérieux, un travail plus modeste sur le vin? En tout cas, l'inverse, ça marche pas. Non. C'est-à-dire qu'on peut devenir buveur de vin en étant rugbyman, et quand on est buveur de vin, devenir rugbyman, c'est vachement plus compliqué. J'ai essayé, ça marche pas du tout. Et le rugby t'en remercie, Jacques. Alors, pour la troisième mi-temps, tu me permets justement de préciser quelque chose qui rentre aussi dans le débat. Voilà encore une approche, enfin en tout cas un reflet de l'approche complètement idiote du produit d'alcool, c'est la troisième mi-temps. La troisième mi-temps, c'est quelque chose d'extrêmement valorisé dans le lobby, on le met en avant, c'est une exception formidable, qui est en fait encore une fois une saoulerie collective. Bon, très agréable, j'en fais encore, c'est formidable. D'ailleurs, aujourd'hui, je fais plus les deux premières, ce qui est beaucoup plus simple et beaucoup moins fatigant. Donc, mais voilà, on dit c'est formidable. Or, c'est formidable parce qu'il y a du lien social, etc., mais il y a des travers. Et il y a des travers tragiques, puisqu'il y a chaque année, malheureusement, une actualité qui nous rattrape, où il y a un joueur qui se fout contre un platane et qui décède. Et j'ai perdu 2 copains comme ça en fin de soirée qui ont pris la bagnole et qui sont morts contre un platane. Donc là aussi, si on avait une approche rationnelle, pragmatique, dépassionnée et pas idéologique, on dirait, bon, la troisième mi-temps, c'est là. On va essayer de limiter les comportements excessifs, d'encadrer les choses, c'est-à-dire garder les choses positives de ce comportement-là s'il y en a, mais essayer de modérer, diminuer les risques de ça. Or non, on n'y touche pas. On ne touche pas à la troisième mi-temps parce qu'on a peur finalement d'écorner l'image du rugby ou de je ne sais pas quoi, etc. Donc on laisse d'un côté quelque chose qui est quand même une bombe à retardement, avec des accidents malheureusement fréquents, parce qu'on n'ose pas rentrer et pas avoir ce discours simple, rationnel vis-à-vis d'un produit qui n'est pas le diable. Petite parenthèse fermée sur la troisième mi-temps, où il y aurait beaucoup à faire en termes de pédagogie dans mon milieu. En ce qui concerne la transition, alors est-ce qu'on sort des troisième mi-temps et on va vers le vin? J'avais pas pensé ça comme ça, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai beaucoup d'amis de ma génération, donc c'est-à-dire qui ont arrêté le rugby il y a 10-15 ans, et qui sont aujourd'hui à côté, associés dans le domaine du vin. Ouais. C'est quelque chose. Il y a une culture sud-ouest aussi quand même, non, un peu. Donc le vin. Non, pas que. Non, je te rappelle qu'on est en Bourgogne et qu'il y a aussi du vin ici, enfin un petit peu par ici. Oui, mais il y a moins de rugbyman. Ben, figure-toi que les rugbyman dont je te parle ont des intérêts dans les châteaux de la vallée du Rhône, dans les châteaux dans le Languedoc. Peu, malheureusement, ont les moyens de s'acheter un château en Bordelais ou de rentrer là-dedans. Mais en tout cas, il y a beaucoup de rugbyman qui s'intéressent à ce monde-là. Alors certainement parce que effectivement la proximité avec le produit durant la carrière fait que c'est pas quelque chose que nous voyons d'une façon négative. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc oui, il y a certainement une continuité, sans aucun doute. Il y a d'autres questions? Bonjour. Bonjour. Je suis un modeste propriétaire de 3 rangs de vignes à Vézelay et qui est quand même maintenant intégré à la Bourgogne. J'ai appris avec bonheur. Et également, je suis journaliste et je reviens d'Asie.
Et je voulais vous demander si, en tant que médecin, vous pensez qu'on peut arriver à vendre du vin en Chine comme anxiolytique dans la mesure où ce sont des gens qui sont extrêmement bouddhistes, zen, etc. Et deuxièmement, est-ce que vous pensez qu'ils ont besoin de lien social alors que ce sont 1,3 milliard d'individus très individualisés, sauf peut-être quand ils sont embrigadés dans l'armée ou dans des usines, des écoles de kung-fu. Mais si vous avez 3 rangs de vignes, vous les buvez, vous n'avez pas besoin de les vendre en Chine. Ça va être dur ce que j'allais dire de socialiser 1,5 milliard de personnes avec 3 rangs de vignes, mais c'est un joli challenge. Alors je suis pas un spécialiste. Ça fait une très grosse troisième mi-temps. Hein. Je ne suis pas spécialiste de la culture asiatique, loin s'en faut. Il me semble, pour le moins en tout cas, que la consommation d'alcool, que ce soit en Chine, au Japon, enfin dans les sociétés dans lesquelles j'ai voyagé, n'est pas une exception, mais n'est pas quelque chose de tout à fait extraterrestre. Donc je pense ça fait partie des modes de socialisation. Je suis allé au Japon, il y a beaucoup de bars au Japon. Il y a beaucoup de bars et les gens s'alcoolisent beaucoup. Alors c'est pas avec du vin, mais avec d'autres produits. C'est vrai qu'en Chine peut-être un peu moins. Je sais pas. J'avoue ne pas être très compétent dans le En tout domaine. cas, les dirigeants chinois incitent dans les dîners officiels, etc., à boire du vin parce que ça participe à une désalcoolisation des rencontres, etc., où les mecs finissaient bourrés sur la table, quoi. Et j'ai vu récemment des déclarations de dirigeants chinois où on imposait de boire du vin maintenant dans les rencontres officielles et internationales.